Chris Kremers et Lisanne Frohn sont âgées de 21 et 22 ans. Elles sont nées à Amersfoort, aux Pays-Bas. Elles s'étaient connues quelques années auparavant, alors qu'elles travaillaient toutes les deux dans un café. Lisanne Frohn était une personne responsable qui avait obtenu un diplôme en psychologie. Elle était très sportive et ne craignait pas les sports extrêmes comme le parachutisme ou l'escalade. Elle n'avait jamais voyagé, se limitant à des visites en Allemagne. Partir aussi loin que le Panama était une grande aventure pour elle. Quant à Chris Kremers, elle était de nature plus fonceuse. Elle s'était déjà rendue aussi loin que le Pérou. Depuis ce temps, elle avait une attirance pour l'Amérique du Sud. Elles avaient interrompu leurs études temporairement pour ce voyage où elles prévoyaient faire de la randonnée, faire du bénévolat auprès de services à l'enfance et aussi parfaire leur connaissance en espagnol. Les deux jeunes femmes avaient pour but de se ressourcer en prenant un temps de repos, mais aussi de vivre une expérience enrichissante. Elles avaient passé plus de 6 mois pour préparer ce voyage au Panama. Ce voyage va tourner au drame. 2 jeunes femmes responsables vont disparaître de façon inexplicable lors d'une randonnée. La reconstitution de leur déplacement, les obstacles que les familles ont rencontrés pour les retrouver, font en sorte que cette histoire est des plus mystérieuses. Voici l'histoire de la disparition de Chris Kremers et Lisa Frohn, perdus dans la jungle du Panama. Le 15 mars 2014, Lisanne Frohn et Chris Kremers, 2 grandes amies qui se connaissent depuis quelques années, s'envolent pour le Panama. Elles projettent de passer 6 semaines dans ce pays. Les 2 premières semaines seront consacrées au repos à Bocas del Toro et à l'apprentissage de l'espagnol. Elles se rendent par la suite dans la petite localité de Boquete, où il est prévu qu'elles vivraient chez une famille d'accueil. Les 2 jeunes femmes vont inexplicablement vivre un premier imprévu qui vont les rendre anxieuses. Frohn et Kremers sont renvoyés dès les premiers jours d'une garderie pour enfants défavorisés où elles désiraient faire du bénévolat. On a mis l'hypothèse qu'une méconnaissance de l'espagnol avait pu être une raison suffisante pour leur renvoi. Malgré tout, ce prétexte semble bien mince. Les filles avaient pris quelques cours d'espagnol et étaient sûrement en mesure de communiquer un tant soit peu avec les enfants. Est-ce que cette première déconvenue est reliée aux événements ultérieurs de ce voyage? Il est impossible de le prouver, mais repousser 2 jeunes femmes responsables qui veulent donner de leur temps pour aider des enfants dans le besoin semble très mystérieux. Avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, il est à se demander si des pressions extérieures n'ont pas fait en sorte d'éloigner volontairement les 2 jeunes néerlandaises de cette crèche. Le séjour au Panama de Lisanne Frohn et de Chris Kremers avait été planifié dans les moindres détails. Après 2 semaines, le renvoi de la garderie Aura a complètement déstabilisé leur emploi du temps. De plus, l'école Casa Esperanza, sur laquelle ils comptaient, n'avait pas besoin de leurs services pour le moment. Tout à coup, les 2 femmes avaient du temps libre à revendre. Après plusieurs démarches, les jeunes filles sont rassurées. Leur travail bénévole ne sera retardé que d'1 semaine. La bonne nouvelle les soulage. Elles vont profiter des prochains jours pour visiter et faire des balades dans Boquete et les environs. Les choses semblent donc s'arranger pour elles. Le matin du 1er avril 2014, Frohn et Kremers
se sont levées tôt. Elles ont des projets pour la journée. La journée était consacrée à la visite du village et des environs. À chaque jour, les filles écrivaient à leurs parents pour donner des nouvelles. Elles fournissaient des détails sur Facebook régulièrement. Les parents et amis étaient au courant de leur séjour au Panama. Avant de partir en randonnée, nos deux touristes avaient fait mention qu'elles avaient rencontré deux compatriotes néerlandais avec lesquels elles avaient brunché le matin au restaurant Nelvis. Il était prévu qu'ils se rencontreraient de nouveau. Leur activité de la journée sera consacrée au sentier El Pianista. Le lendemain 2 avril, elles ont déjà engagé un guide qui va venir les rejoindre pour une randonnée qui, cette fois-ci, promet d'être beaucoup plus difficile. À 11 heures, Chris Kremers et Lisanne Frohn se sont engagés dans l'ascension du sentier El Pianista, qui n'offre pas de grandes difficultés. Le sentier est clairement balisé. La longueur de près de 8 km ne pose pas beaucoup de problèmes aux deux jeunes femmes. Kremers et Frohn emmènent un chien du village avec elles. Rien ne peut laisser présager le moindre problème. Le sentier est sécuritaire, il est facile à suivre, et en 2h30, vous êtes à son sommet et vous pouvez admirer un paysage à couper le souffle. On observe la rencontre de la mer des Caraïbes avec celle de l'océan Pacifique. Les filles ont traversé un sentier envoûtant par sa beauté et sa faune. Mais il y a un seul problème dans cette belle journée. Par légèreté ou par méconnaissance de la langue espagnole, les filles ne savent pas qu'elles doivent impérativement revenir par le même sentier qui les a amenées au sommet Mirador. Continuer plus loin dans le sentier va les enfoncer encore plus loin dans la jungle, où les sentiers sont mal indiqués et où ils finissent par se perdre dans la haute végétation. Les raisons peuvent être nombreuses pour expliquer la décision qu'elles ont prise, mais il est clair que ce n'était pas la bonne chose à faire. Cette randonnée aller-retour demandait environ 5 ou 6 heures. Elle occupait parfaitement une journée qui avait commencé à 11 heures. Les filles pouvaient donc envisager un retour vers les 17 heures. Tout semblait indiquer que l'intention de nos deux touristes était de revenir en fin de journée, car elles n'avaient aucun équipement, ni nourriture pour un séjour plus long dans cette jungle. Les messages sur Internet ont complètement cessé. Durant la soirée, le chien parti en randonnée avec les filles était revenu à la maison. Les autorités ont été immédiatement averties. Les recherches ont débuté au matin du 3 avril. Le 14 juin, Irma Mirando, une fermière, retrouve le sac à dos de Lisanne Frohn au bord de la rivière Culubre. Le 23 juin, 33 os dispersés sont découverts dans la même zone. Les tests ADN confirment que ces restes appartiennent à Frohn et Kremers. Deux jeunes filles au début de la vingtaine ont continué à s'enfoncer dans la jungle au lieu de revenir simplement sur leurs pas. Marja West et Jørgen Snoren ont écrit un livre, Perdu dans la jungle, qui raconte en détail cette triste histoire. Tous les deux, ils ont vécu jour et nuit l'aventure angoissante de nos deux disparus. Ils ont passé plus de 20 mois à scruter les moindres recoins de cette jungle, à étudier les cartes, qu'ils avouent maintenant qu'ils la connaissent mieux que leur propre patelin. Selon Snoren, les téléphones qui se sont éteints à quelques reprises pour se rallumer, les photos prises par les deux jeunes filles, n'ont fait qu'alimenter diverses théories.
La sphère Internet, avec leurs détectives en herbe, ont conclu pour la plupart à des meurtres purement et simplement. Mais l'histoire n'est peut-être pas aussi simple. Devant ce déferlement d'affirmations qui frôlait parfois le ridicule et le spectaculaire, ils sentaient qu'il était de leur devoir de se pencher sur cette histoire avec sérieux. Snowren et West ont lu les rapports de police. Ils ont examiné soigneusement les rapports d'autopsie. Plusieurs témoignages ont été recueillis lors de cette enquête. Ils se sont même entretenus avec la procureure du Panama, Betsiada Pitt-Serud. Ils n'ont rien négligé pour retourner ce dossier dans tous les sens. Les photos retrouvées ont été étudiées au microscope pour tenter de trouver le moindre indice qui aurait pu échapper à l'enquête officielle. À l'aide de randonneurs expérimentés, ils ont même tenté de comprendre les motivations et les réactions des deux disparus. Pendant ce temps, les rumeurs les plus folles couraient de l'assassinat au prélèvement d'organes, en passant par la traite des blanches. Tout y passait. Tout pour que les gens finissent par croire dur comme fer à toutes ces affirmations sans fondement. Les deux auteurs ont reconstitué les déplacements de nos deux disparus. Ils en sont venus à la conclusion qu'elles étaient restées 3 jours au même endroit, en espérant que du secours s'amène. Par la suite, en désespoir de cause, elles ont choisi de bouger en s'enfonçant dans la jungle où elles se sont perdues. Ils sont certains qu'elles étaient encore en vie le 8 avril, soit plus d'1 semaine après le début de cette randonnée mortelle. Ils affirment aussi que Chris Kremers et Lisanne Frohn n'ont pas aidé leur cause. Elles n'ont laissé aucun indice qui aurait permis de les retrouver. Elles n'ont dit à personne qu'elles se rendaient vers le sentier El Pianista, et il semble qu'elles se soient très peu informées sur cette ascension. Il est aussi certain que les os retrouvés ont été emportés par la rivière. Le lieu de leur dernière nuit demeure à ce jour inconnu. Romain Casalta est un étudiant en droit à Aix-en-Provence. À l'époque de la disparition des deux Néerlandaises, il avait affirmé qu'il partira au Panama à leur recherche. Cette affirmation n'en était qu'une parmi tant d'autres. Qui pouvait prendre au sérieux quelqu'un qui réagissait sous le coup de l'émotion? Pourtant, Romain était des plus sérieux. Il s'est rendu sur les lieux pour mener sa propre enquête. Romain ne passe pas par 4 chemins. Selon lui, les 2 jeunes filles ont été assassinées après s'être éloignées du sentier menant au Mirador. La raison pour laquelle elles se sont éloignées laisse place à diverses théories. On les a peut-être forcées à s'éloigner et jamais elles n'ont eu la possibilité de revenir sur leurs pas. Les photos retrouvées prouvent qu'elles se trouvaient à des endroits qui ont été fouillés par les secouristes, qui n'ont pourtant jamais rien vu. Selon Romain, elles ont probablement été séquestrées, et Dieu seul sait ce qu'elles ont subi. Par la suite, les meurtriers auraient brouillé les pistes. Il y a aussi un fait important. Une photo prise par les filles a été supprimée par ordinateur, donc par une action étrangère, ce qui prouve qu'il y a des gens impliqués dans cette disparition et que cette photo était sûrement compromettante pour les agresseurs. Le sac à dos découvert près de la rivière était dans un état parfait et la femme qui l'a découvert assure qu'il ne s'y trouvait pas les journées précédentes. Enfin, les os retrouvés n'ont aucune morsure d'animaux, donc on peut éliminer une attaque d'animaux auquel les 2 filles n'auraient pu échapper. Même si la thèse de l'accident n'est pas à écarter, elle demeure difficile à soutenir face aux éléments apportés précédemment. Romain
a passé 3 semaines chez une famille d'accueil. À l'exemple de la majorité des gens à Boquete, ils sont d'avis que les filles ont été victimes d'agresseurs. Chose certaine, depuis ce temps, les touristes sont sérieusement avertis de ne pas s'aventurer seuls dans ce sentier. On leur recommande d'engager des guides et on ne manque pas de leur rappeler le triste sort de Chris Kremers et de Lisanne Frohn. À partir du 17 mars, les filles ont suivi, comme il était prévu, des cours d'espagnol, et ce jusqu'au 28 mars. Ces cours ont eu lieu sur l'île Colonne, dans l'archipel de Bocas. Elles ont connu Bas et Edwin, 2 garçons néerlandais qui voyageaient ensemble. Une belle amitié s'est installée entre eux. Ils sont sortis ensemble dans les restaurants et les bars de l'endroit. Edwin a parlé en bien des 2 jeunes filles qui n'attendaient pas qu'on leur paye des verres. Elles en offraient à leur tour. Les 2 filles étaient très agréables, quoique très différentes de caractère. Il trouvait Chris beaucoup plus fonceuse que Lisanne, qui semblait beaucoup plus discrète. Il affirma aussi que les filles étaient sérieuses, ne prenaient pas de drogue et étaient loin d'être extravagantes. Les filles étaient de bonne compagnie et très relaxes. Avant de se quitter, ils avaient pris un repas ensemble en se promettant de garder le contact. Aucune relation sexuelle n'aurait eu lieu entre les 4. Les filles n'étaient nullement à la recherche de relations. Edwin et Bass, pour prouver leur bonne foi, ont offert de passer des tests ADN, ce qui n'a pas été jugé nécessaire dans l'enquête officielle. En conclusion, les filles n'étaient nullement intéressées par la drogue et la boisson, pas plus que par des aventures sans lendemain. Chris Kremers possédait un iPhone 4. Sa dernière activité date du 31 mars. Lisanne Frohn possédait un Galaxy S3. Sa dernière activité remonte au 1er avril. Elle a reçu un message d'Edwin le matin du 1er avril à 9h09, mais elle n'y a pas répondu. Lisanne Frohn possédait également un appareil photo Canon PowerShot avec lequel elle prendra 30 clichés qui seront numérotés de 479 à 509. Dans la matinée du 1er avril, elle confirme sur Internet qu'elles partent en randonnée, mais ne font pas mention d'El Pianista. Lors de leur départ à 11 heures, les piles des téléphones ne seraient qu'à 50%. À 13 heures, elles sont au sommet du Mirador. À 13h39, le contact est perdu avec le réseau téléphonique. À 13h54, la dernière photo, la numéro 508, est prise. Elle nous montre Chris à côté d'une rivière. Il est à noter que la photo 509, malgré plusieurs tentatives informatiques, est irrécupérable. À 16h39 et à 16h51, Chris et Lisanne signalent le numéro 112, qui est le numéro d'urgence international. Les filles ferment par la suite leur appareil pour ménager la batterie. Le lendemain, 2 avril, le téléphone de Lisanne recompose le numéro 112 à 6h58. À 8h14, c'est le téléphone de Chris
qui appelle le 112. À 10h53, Lisanne appelle le 112 et le 911. Plus tard dans la journée, à 13h56, Lisanne Frone appelle le 112 et le 911. Le 3 avril, à 9h33, le téléphone de Chris appelle le 911. À 13h50, le téléphone de Lisanne s'allume pour regarder s'il y a un signal. À 16h, le téléphone s'allume pour vérifier le signal. À 16h19, le téléphone de Lisanne est allumé une autre fois pour vérifier le signal. Le 4 avril, à 4h50, le téléphone de Lisanne s'allume pour vérifier le signal. À 5h, le téléphone de Lisanne s'allume pour la dernière fois. Il s'éteint. La batterie est maintenant vide. À 10h16 et à 13h42, le téléphone de Chris est allumé pour vérifier le signal. Le 5 avril, le téléphone de Chris Kremers s'allume à 10h50 et à 13h37 pour vérifier le signal. Un guide, Plinio Montenegro, prétend avoir rencontré les deux disparus le 1er avril au milieu de la journée. Il revient par la suite sur son témoignage, affirmant s'être trompé. Toutes les communications pointent vers le sentier El Pianista. Le 6 avril, à 10h26 et à 13h37, le téléphone de Chris Kremers est allumé afin de vérifier le signal. Le code PIN n'est pas entré. Le 8 avril, entre 1h et 4h la nuit, des photos sont prises à partir de l'appareil photo de Lisanne. Du 7 au 10 avril, entre 70 à 90 tentatives d'entrer le code PIN sont effectuées sur le téléphone de Chris. Le 11 avril, le téléphone de Chris Kremers est allumé sans entrer le code PIN pour vérifier le signal. Il restera allumé pendant 1 heure et va s'éteindre définitivement avec une batterie à plat. Le 14 avril, les recherches sont définitivement arrêtées. Toutes ces communications sont intrigantes. Pendant 11 jours, les téléphones de Chris Kremers et de Lisanne Frone auraient été actifs quelques fois par jour, allumés pour vérifier s'il y avait un signal, éteints pour ménager la batterie, des tentatives nombreuses et infructueuses pour entrer le code PIN, la composition du numéro de détresse 112. Est-ce que tous ces appels sont l'œuvre de nos deux disparus? Les tentatives ratées du code PIN prouvent-elles qu'une main étrangère a manipulé les téléphones? Il est possible que ce ne soit que des tentatives de vérification de signal et non d'erreur de PIN. Mais il est raisonnable de penser que des agresseurs ont utilisé les téléphones pour induire en erreur les enquêteurs. Une photo qui a été prise durant la nuit nous montre le derrière de la tête de Chris. Elle est très intrigante. Pourquoi la prendre de cette position? Est-ce que Chris était toujours vivante? Cette photo n'a aucun sens et demeure impossible à interpréter. Est-ce que c'est Lisanne qui a pris cette photo? La disparition de Chris Kremers et de Lisanne Frone défie l'imagination. Bien malin la personne qui peut mettre le doigt sur la vérité dans cette affaire.
L'enquête officielle conclut à un accident. La justice croit qu'elles ont voulu traverser un pont de singes du sentier et qu'elles sont tombées pour être entraînées par un torrent et plus tard dévorées par des charognards. Cette thèse est fortement remise en question. Aucune photo ne les montre à proximité des ponts. De plus, à cette période de l'année, les rivières pouvaient se traverser à pied, dû à une grande sécheresse en 2014. Le guide Feliciano González, ancien instituteur de Boquete, a été mentionné dans ce dossier. On l'a accusé d'être impliqué dans la disparition des deux jeunes filles. Le 2 avril 2014, il était censé servir de guide pour les deux touristes dans une randonnée qui s'annonçait difficile. Il aurait été l'un des derniers à voir les filles vivantes. Il a fouillé leur chambre après que leur disparition a été signalée. Il a lui-même alerté la police de leur disparition. Il a même affirmé qu'il avait vu des vautours dans la région. González, s'il n'est coupable de rien, semble être partout dans cette histoire, ce qui a attiré les soupçons sur lui. Il a reçu des menaces et les complotistes du net ne l'ont plus jamais lâché par la suite. Il a affirmé qu'il n'avait pas rencontré les filles le 1er avril 2014 et que tout ce qu'il voulait faire, c'était d'aider les autorités. La journée de la disparition, il se trouvait à l'hôpital Saint-David, situé à 60 km de Boquete. Malgré tout, beaucoup pensent que c'est lui qui a tué les deux jeunes filles. Aucun démenti ne pourra les faire changer d'idée. En 2022, il a engagé un avocat pour défendre ses intérêts. Cette disparition n'a pas connu de conclusion qui nous amène à une vérité. Il est donc raisonnable de n'écarter aucune thèse. L'accident demeure possible, mais demeure très difficile à envisager. Est-ce que les filles ont pu ignorer qu'il ne fallait pas dépasser le sommet du sentier El Pianista? On ne peut ignorer cette idée. Les filles pensaient peut-être qu'en continuant le sentier, elles seraient de retour à leur point de départ, mais ce n'était nullement le cas. En continuant, elles se sont enfoncées dans une jungle inhospitalière où elles ont fini par périr. Il est par contre difficile de croire que deux jeunes filles qui étaient loin de prendre des risques aient pu prendre une décision aussi irréfléchie. La théorie d'une agression par un ou des meurtriers semble la plus probable. Deux jeunes filles en plein milieu d'une jungle étaient une cible facile pour des meurtriers agresseurs. Elles ont peut-être été prisonnières pendant plusieurs jours, en étant abusées, pour être éliminées par la suite. Des agresseurs ont tenu en captivité les deux femmes. Ils sont peut-être les auteurs de toutes ces tentatives d'appel avec les téléphones. Mais encore là, pour quelles raisons font-ils ces appels? Ils ne risquent que d'attirer l'attention vers la zone de la disparition. Donc, la thèse des agresseurs semble très solide, mais les signaux des téléphones par intermittence semblent difficiles à comprendre. Tous les clichés pris de nuit, le 8 avril, sont eux aussi inexplicables. Dans quel but ont-ils été pris? Ces photos ne semblent révéler rien qui puisse nous faire comprendre ce qui se passe lors de cette nuit. Bas et Edwin, les deux Néerlandais avec lesquels elles auraient passé du bon temps en vacances, sont-ils mêlés à cette histoire? Les autorités les ont interrogés, mais n'ont pas poussé l'enquête plus loin de leur côté. Lisanne Frone a reçu un message d'Edwin le matin du 1er avril à 9h09, mais n'y a pas répondu. Pour quelle raison? Voulait-elle éviter Edwin qui se faisait peut-être trop insistant avec elle? Il semble évident que l'on ne connaîtra jamais la vérité
sur le destin de Chris Kremers et de Lisanne Frone. Les autorités ont fermé le dossier sur la thèse de l'accident. L'enquête a été expédiée de façon à protéger le tourisme dans un pays où les disparitions sont fréquentes. Kremers et Frone font partie d'une longue liste de disparitions au Panama. On a retrouvé bien peu d'ossements. Ils ont sûrement été disséminés le long de la rivière. Le sac à dos retrouvé par la femme a été selon toute vraisemblance déposé à cet endroit par les agresseurs. Cette femme est formelle. Le sac ne se trouvait pas à cet endroit les journées précédentes. De plus, ce sac à dos se trouvait dans un bon état. Il contenait 2 paires de lunettes de soleil, 88 $ américains, le passeport de Lisanne, l'appareil photo, 2 soutiens-gorge et les 2 téléphones de nos 2 disparus. Son contenu est très intriguant. De quelle manière peut-on retrouver ce sac et ces objets dans un bon état après 2 mois et demi dans la nature? Il semble évident qu'une main étrangère a rangé ce sac et l'a déposé sur le lieu de la découverte. Le 1er avril 2014, 2 jeunes néerlandaises au début de la vingtaine, Chris Kremers et Lisanne Frone, se sont engagés dans l'ascension du sentier El Pianista. Les 2 jeunes filles ne sont jamais revenues de leur balade. Cette affaire demeure irrésolue.